retourne vers notre invité, Boubacar Sidiga Diallo, président du parti UMP. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir... UMP n'est pas dans la situation, parti erroné, je ne sais pas, qui n'est pas erroné. Parti sans adresse. Parti sans adresse. Quelle est votre position par rapport au rapport? Ça va être la première question. Il va répondre à la première question. Vous êtes dans quelle situation ou bien vous êtes clean? Non, on est clean. Nous, on est clean, on a tout ce que la loi nous a demandé d'avoir. Même les et états je crois financiers. que tous les partis politiques d'ailleurs sont clean au départ parce que avant d'avoir l'agrément, vous déposez un dossier dans lequel il y a toutes les exigences légales avant de vous donner l'agrément. Si l'État vous donne l'agrément, vous êtes affranchi de toute suspicion d'irrégularité. Oui, mais sauf qu'il faut régulariser la situation. Lorsque vous avez un véhicule, c'est pas parce que vous l'avez acheté, c'est terminé. Enfin, il faut faire la vidange, il faut faire l'entretien, sinon on connaît les conséquences. Alors, quand un parti politique, vous l'avez créé au départ, il est clean, on est d'accord, mais c'est pas pour dire autant que c'est terminé à partir de là, et puis voilà, on sait comment ça se passe. Et le plus souvent, il est question de régulariser certains papiers à un moment donné. Est-ce que c'est le cas pour certains partis politiques? Je ne pense pas. Vous posez la question, vous la répondez? Non, Exactement. Vous savez... est-ce qu'il n'a pas un agrément quelque part? Parce qu'il connaît bien le fonctionnement des partis les gens, politiques. vous savez, Alpha Blondy disait que c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Vous avez l'impression? Oui, parce que s'ils veulent réduire le nombre de partis politiques, on cherche la bête. Et quelquefois, on fait la chasse à la sorcière. Et donc, ils veulent... Oui, j'ai l'impression parce que... Comment on ne peut pas vouloir... Il faut refuser d'être la bête, M. Diallo. Oui. En se mettant en règle, c'est simple. C'est simple. Ici, même quand l'État est défaillant, ils ne veulent pas que ce soit par leur faute. Ils ne veulent pas assumer. L'État n'a jamais assumé ici. Regardez, dans tous les secteurs, lorsqu'il y a des courts-circuits, et que plusieurs personnes perdent leurs appareils, installations, et EDG n'a jamais payé. Lorsqu'un médecin pose un mauvais diagnostic ou il fait une erreur médicale, il tue un patient, il n'a jamais répondu. Au niveau du câble. Non. Moi, je pense qu'à ce niveau, il a raison. Vous avez vu, c'est déjà discutable parce que vous avez l'impression que EDG a une... Et c'est lui qui a la parole. Vous avez vu, à un niveau beaucoup plus élevé, vous êtes une des plus grandes élites aujourd'hui qui réfléchit. Vous pensez que EDG est clean. Alors, EDG, c'est eux qui conduisent le courant. C'est eux qui ont la responsabilité de tout ce qui advient du courant. D'accord. C'est eux qui doivent créer les normes et la régulation. On ne donne pas à un foyer le courant qu'il ne mérite pas. Le rapport. Bien, c'était juste vous montrer qu'à tous les niveaux de l'État, les responsabilités ne sont jamais assumées. Ouais. La population, dans tous les autres pays, il y a l'association des consommateurs. Ici, j'entends que ça existe, mais je n'ai jamais vu un consommateur victime qui a été épaulé, soutenu par ces associations-là. Donc, alors, comment vous avez trouvé la démarche? C'est la même chose que les politiques. Vous pensez qu'elle est juste entreprise par les autorités actuelles pour une réduction, parce qu'on entend le président du CNT en parler, on entend même, je crois, c'est une des résolutions des assises et des consultations, la réduction notamment des partis politiques. Est-ce que pensez-vous que c'est la démarche, le prolongement de la démarche déjà entreprise par les autorités au sommet de l'État? Oui, mais ils risquent de le faire de façon très brutale et très mauvaise. Pourquoi? Vous avez vu ici, à chaque fois qu'on entreprend une action, aussi bonne et justifiée qu'elle soit, la mise en œuvre en emporte sur beaucoup de dérives. Quand on a dit de récupérer, de dégager les emprises des voiries publiques, les gens sont partis casser des concessions jusqu'à l'intérieur des quartiers. Yeah. Alors, à chaque fois qu'on ouvre une activité légale, les gens la pervertissent par des égos et des règlements de compte. Aujourd'hui, on dit qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. C'est normal, un parti politique qui a été créé, qui a fait 10 ans, qui n'existe même pas, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de bureau et qui n'est pas là. Il n'y a que l'agrément dans un sac ou peut-être que même le propriétaire est à l'extérieur. Ça, c'est normal de dire, OK, on retire cet agrément-là. Mais un parti politique qui est là et puis vous entendez au plus haut sommet de l'État des gens dire non, on va réduire à 3 ou à 4 partis dans ce pays. Mais ça devient une chirurgie brutale. On ne peut pas réduire ça. La Guinée est un pays qui a souscrit au multipartisme intégral. Et il y a eu des gens qui se sont battus pour ça, y compris même ceux qui ont posé les premiers fondements des choses, de la réelle démocratie ici.
Alors aujourd'hui, on se réveille dans une situation d'exception et on veut fixer les bases qui amputent même une norme constitutionnelle qui a été établie depuis plus de 20 ans. Vous pensez que ça, c'est faire du bien à la Guinée ou c'est en rajouter au débat national? Personne n'a peur. Quand il s'agit... La charte des partis politiques est claire. Regardez dans la charte, tout parti qui est conforme à ça, c'est bien. Tous ceux qui ne sont pas conformes, il n'appartient pas à l'État de dire on supprime. On te demande de te mettre dans les normes et on te donne un délai. Et à défaut de ça, maintenant, on fait appliquer la loi. Mais s'il faut dire, bon, puisque le chef veut qu'on supprime, on supprime, ça veut dire qu'on rentre dans un autre type d'État. Moi j'ai une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes d'accord quand même que de l'ordre soit mis à l'intérieur? On vous a écouté dire qu'un parti est égal à un parti, c'est qui est une vérité. Mais est-ce que vous admettez au moins que c'est aussi le travail du ministère de l'administration du territoire de mettre de l'ordre, faire en sorte que les partis respectent la charte des partis politiques, que par exemple, et c'est dit que les partis déposent leur état financier, que les partis, quand ils changent de statut ou autre chose, avisent le ministère de l'administration du territoire que tout ne se limite pas qu'à la création, mais qu'il y ait un suivi de bout en bout. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord à ça, aussi bien que je suis d'accord que la même loi dit que l'État doit subventionner les partis politiques. Et qu'il ne l'a jamais fait. Non, ça c'est... Maintenant, j'en viens aussi. Voilà. Et toutes ces normes, ce n'est pas sous peine de nullité, sous peine de suppression du parti. C'est sous peine de sanction. Ça veut dire que si vous n'êtes pas conforme à cette règle, vous êtes sanctionné. Vous êtes peut-être averti, ensuite sanctionné, mais vous n'êtes pas supprimé. Vous comprenez le débat? C'est aussi sanctionné. Vous savez, la confusion, elle enfante le chaos. Ne créons pas la confusion. C'est-à-dire, quand on vous dit celui qui ne fait pas ça, il appartient à l'État de lui dire de se mettre dans les règles. Maintenant, après avoir averti, suspendu, on peut aller à la mesure de radiation. Voilà. Mais si on justifie la radiation par c'est-à-dire comme étant une mesure qu'on peut prendre à tout moment, c'est violer une règle. Voilà, il y a des procédures. On ne peut pas directement dire, puisque tu n'as pas de siège, bon, ton agrément est supprimé. Mais ils ne l'ont pas dit aussi. Hein. On parle de quoi? De réduire les partis politiques? Non, c'est que ce rapport ne dit aucunement qu'il s'agissait de supprimer. Le rapport dit... Non, mais quand on est dans un contexte global... Non, pas du rapport. Non, ça a été dit que, passer le délai du 17... Oui. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur. Sa rigueur ne veut pas dire... Maintenant, ma question, je la repose. Ma question, c'est de savoir. Parce que nous ne diluons pas le débat. Autant on est d'accord qu'il ne faut pas qu'un groupuscule de personnes, parce qu'ils sont arrivés par accident comme ça, change le cours des choses, nous impose leur idée. Mais autant, il faut aussi admettre qu'aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire, c'est à lui de veiller à la bonne marche des partis politiques et la loi lui permet d'aller jusqu'au retrait de l'agrément. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est ce que la loi dit. Les partis travaillent à ça? Est-ce que les partis déposent leur état financier? Est-ce que le vote, par exemple, l'année passée, vous avez déposé votre état financier? Est-ce que vous avez un siège? Est-ce que c'est là ça le débat? Nous l'avons fait. On dépose nos états financiers et il y a même le ministère de l'administration du territoire qui avait demandé de déposer une situation où ils ont cité tous les documents et les rapports et même les rapports comptables que nous avons déposés. Tous les partis ont déposé. C'est fait que vous êtes en règle. Voilà. Nous sommes en règle. Je ne le dis pas pour nous, je le dis par principe. Par principe. Allez-y. Moi, c'est par rapport justement à cet assainissement qui est annoncé. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour des partis politiques qui n'ont jamais compéti dans ce pays, qui n'ont pas de siège, est-ce normal aujourd'hui que ces partis continuent à exister? Surtout que mais vous posez la même question que lui. Oui, non, pas la même question. Sous une autre forme, là. Sous une autre forme, parce qu'aujourd'hui, la question se pose à ce niveau. Il y a des partis qui n'ont jamais compéti, mais qui veulent toujours rester sur la scène, alors que ce n'est pas normal. Oui, est-ce que ce n'est pas la tutelle? Est-ce qu'il ne revient pas donc à la tutelle de réguler, de faire la régulation convenablement? Moi, je crois que le débat le plus intéressant serait pour notre élite de poser le débat. Quel est l'avantage de plusieurs partis politiques et quels sont les inconvénients de plusieurs partis politiques? Allez-y donc. Un parti politique, c'est un ensemble d'idées, de conceptions, philosophiques, politiques, sociales, pour gérer le pays et les Guinéens, pour contribuer au développement du pays. Maintenant, éventuellement, avec les ambitions que cela donne, conquérir et exercer le pouvoir. D'accord?
ce n'est nullement impactant à quelque niveau que ce soit. Et chaque parti est à sa propre charge. Alors pourquoi les gens se mutent pour dire qu'il y a trop de partis et il faut réduire le nombre de partis, comme si les partis sont à la charge du trésor public. On dit, puisque les partis sont constitués généralement à base communautaire, la pluralité de partis contribue davantage au déchirement du tissu social. Mais c'est un faux débat. Comment? Mais qu'est-ce qui est plus communautaire que les coordinations? Elles sont reconnues. Elles sont fréquentées, elles sont consultées, elles sont... Même entretenues. Vous comprenez? Alors, dites-moi, quel est le président qui va dans une préfecture sans aller voir les autorités morales? Ça fait partie de notre culture. On doit l'assumer. Vous savez, le plagiat africain fait de nous des êtres plus complexés. C'est-à-dire on veut tout copier de l'autre côté et on pense que c'est ça la norme. Je vous donne juste une anecdote. Un jour, on parlait, j'étais dans une structure immobilière. Alors, je dis, les gens qui ont fait la route telle et telle, mais ils ont très mal fait la route. On me dit, non, les topographes sortent, ils disent, non, M. Diallo, on a respecté une norme internationale. J'ai dit, c'est quoi dans votre conception une norme internationale? Parce qu'elle est reconnue en Europe. Ils ont dit, oui, mais même en Europe, c'est ça. J'ai dit, très bien. Alors, parlons de la norme, là. Nationale, oui. Donc, tout ce qui vient de l'Europe, c'est international. Donc, c'est ça le modèle. J'ai dit, mais les Européens, d'un carrefour à un autre, c'est des familles. Et dans chaque appartement, les familles, si c'est 5, on dit c'est une famille nombreuse. C'est rarement, vous voyez, 5 personnes. Et les Européens ne vivent jamais dehors. Ils vivent tous dedans. Il sort de son appartement pour aller à un point précis et il quitte là-bas, il rentre chez lui. Mais nous, les Africains, en Guinée, ici, on vit dehors. On fait tout dehors. Quasiment. Et dans chaque famille, on a minimum 10 personnes. Et donc, ce qui est international, standard chez l'Européen, vous voulez que ce soit ça le modèle chez nous? Alors, c'est tout bête. Aujourd'hui, cette rue-là, il n'y a pas de trottoir. Les gens n'ont pas où marcher. Donc, ils marchent à même les véhicules. Il n'y a aucune norme qui nous convienne et qui nous ressemble. Alors, au niveau politique, c'est la même conception. C'est-à-dire, on veut prendre pour modèle ce qui est dehors et qui est amené, mais on ne veut pas le domestiquer. On ne peut pas non plus... Pourtant, le CNT, si vous permettez, le CNT bataille dans ce sens. Quand on écoute le président dans sa Kourouma, il le dit régulièrement, l'idéal, c'est d'aller vers la réduction des partis politiques pour réduire justement, comme il a dit tout à l'heure, les déchirures de tissus sociaux chaque fois qu'on tend vers des joutes électorales. Mais un parti n'a jamais déchiré un tissu social. Il faut que l'État assume sa responsabilité. Lorsqu'un parti politique fait des déclarations, qu'il soit leader politique ou social, quand il fait des déclarations qui ne sont pas conformes à la loi, mais il y a les procédures. Ça, c'est la justice qui doit s'occuper de ça. Mais il ne s'agit pas de couper le nombre de partis pour dire c'est pour maintenir la cohésion sociale. Justement, c'est quoi la force des États-Unis? C'est le respect et l'identification et la fortification des communautés. Quand vous voulez être président des États-Unis, vous partez pêcher vers la communauté hispanique, vers la communauté noire, la communauté indienne. Ces communautés existent. Quand on dit qu'en Guinée, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Malinké, c'est de la démagogie, ça. Il y a des Peul, il y a des Soussou, il y a des Malinké. Nous devons accepter cette réalité-là. Maintenant, les communautés, elles existent, il faut les renforcer, il faut les fortifier. Quand je dois aller au Mandem pour dire je veux être votre président, il faut qu'ils se retrouvent dans ce que j'ai à leur proposer. C'est ça l'idéal. Et aucun parti politique ne prêche dans la division. Mais vous ne voyez aucun leader de parti politique qui dit « Moi, je suis Peul, je dois travailler pour le Fouta. Non, je suis né en forêt, je dois travailler pour la forêt. » Si les gens le disent, mais laissez la population les sanctionner. C'est l'État qui ne joue pas son rôle. Mais l'État est laxiste. Et pour vous convaincre que l'État ne joue pas son rôle, tuez un chien et mettez-le devant la voirie de Dioma. Jusqu'à putréfaction, personne ne se sentira responsable de venir enlever le chien mort. Alors, c'est ça la plus petite mesure d'évaluation de la présence de l'État. Voilà. Vous avez vu, il y a 2 jours, un médecin a perdu la vie Dr Diallo. Au pont ici. Parce que, normalement, ce genre de pont, il faut mettre quand même des garde-fous derrière pour délimiter parce qu'on sait qu'à chaque pluie, grande pluie, le pont est inondé. Donc, normalement, il y a l'eau qui vient couvrir et il y a des risques de dérapage.
S'il y avait des garde-fous tout aux abords, même si le véhicule glissait, il allait être bloqué par ces garde-fous. Mais après ce décès, un médecin comme ça, très jeune, très connu et très célèbre, c'est une grande perte. Mais vous avez vu une seule mesure d'État pour remédier à ça? Nous sommes en pleine saison de pluie. Alors, qui ne nous encombre pas avec des idées du genre, il y a trop de partis, il y aura le repli identitaire, le repli communautaire, chance au Apple, tout le monde le sait. Alors, si vous êtes journaliste, pourquoi on ne réduit pas le nombre de médias pour éviter qu'il y ait plus de journalistes malinqués ici ou peu là-bas? Non, votre opinion, elle doit être le rapport nationale. de l'IGE maintenant. Est-ce que vous l'avez parcouru? Qu'est-ce que vous en avez pensé, le rapport de l'IGE? Bon, moi je crois que l'État a été d'une véracité, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont été ils ont été très véridiques, mais très naïvement véridiques. Comment? Parce que, non, le rapport juge l'État lui-même dans ses faiblesses. Lorsqu'on doit nommer quelqu'un à de hautes fonctions, il faut qu'il y ait une due diligence. On fait une enquête de moralité. Ça existait au temps de Lansana Conté, au temps de Sékou Touré, ça existait. Quand on veut nommer un haut cadre de l'État, il faut savoir si ce n'est pas quelqu'un qui dort dans les maquis, si ce n'est pas quelqu'un qui a des mœurs légères, si ce n'est pas un X, un Y, que je ne vais pas nommer pour ne pas stéréotyper. Après, vous regardez ces acquis académiques. Pourquoi on dit que dans les universités ne peut être recteur que celui qui a un minimum le doctorat? C'est parce que c'est une condition. Vous comprenez? Alors, le comité qui a planché pour étudier les dossiers, quand moi j'envoie mon diplôme, je dis je suis sortant de Gamal. Je dis j'ai un diplôme européen, je viens, je le pose. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Il suffit de contacter l'école pour dire est-ce que tel étudiant a fréquenté votre école et il est bénéficiaire de tel niveau de diplôme. Il aurait fallu faire cette pratique pour confirmer d'abord les acquis académiques, ensuite faire l'enquête de moralité pour savoir que ce cadre, il peut très bien... Ensuite, voir la compétence. Lorsque vous voulez nommer un cadre à une fonction précise, il faut a priori le former, même s'il est sortant d'université. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé mon stage au tribunal de première instance de Mafanko, je viens, les stagiaires, j'étais assistant du juge d'instruction, on me dit, OK, il faut remplir les jugements supplétifs. Je suis sortant d'université et j'ai été parmi les meilleurs étudiants. Je n'ai pas été mauvais étudiant. Je viens donc très imbu de ce que je sais. Alors, le planton qui est là, qui n'a jamais fréquenté l'école, qu'on appelle Vieux Abou, il est très connu, il me dit, il dit, monsieur le juge, remplissez ça pour quelqu'un ici, là. Je regarde le papier, je ne savais pas remplir. C'est du français qui est écrit. C'est Vieux Abou qui m'a dit, attends, je vais te montrer comment on écrit. Il me dit, ici tu fais ça, ici tu mets ça, ici tu mets ça. J'ai rempli. Quand j'ai fini, j'ai montré à mon maître de stage. Il dit, oui, c'est comme ça on remplit. J'ai appris à remplir le jugement supplétif après mes études de droit par quelqu'un qui n'a jamais fait l'école. Donc, l'administration, c'est une autre pratique. Ça s'apprend. Maintenant, vous prenez des gens partout parce qu'ils ont des diplômes X, Y, Z. Vous les flanquez à des responsabilités pour donner des résultats à un peuple qui attend urgemment ces résultats. Et vous vous étonnez que ça ne passe pas. Et aujourd'hui, cette même administration, par une autre structure de l'État, fait le constat qu'il y a des faux diplômes. Mais sauf qu'on a ramené cela à la gestion Alpha Condé. Voilà, on dit que ça relève du temps d'Alpha Condé. Exactement. Non, mais attendez, que ce soit Amara ou Zaoro, moi je suis en train de parler de pratique. Des faits. Au temps de Lansana Conté, on ne nommait des cadres à ces hautes fonctions qu'après avoir fait une enquête de moralité. Maintenant, à un moment ici, les faux diplômes, ça pullulait partout. On voyait même, il y a même des écoles qui sont contribuables de ça. On pouvait, le Maroc a donné des bourses aux lauréats guinéens, les 10 premiers de chaque année. Mais on prenait les 5 derniers de chaque année quand ils payent l'argent. On les envoie là-bas. Finalement, le Maroc a menacé d'annuler. Il y a même des bourses qui sont réduites. Donc aujourd'hui, ça c'est le laxisme de l'État. Vous conjuguez ça au passé, donc ça veut dire que c'est résolu. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si cette pratique continue, mais je sais quand même elle est diminuée parce que beaucoup d'étudiants ont été au Maroc qui ne pouvaient pas tenir les études universitaires. Donc félicitations au ministre Alpha Bakar, c'est ça?
Oui, Alpha Bacal travaille bien. C'est un après-universitaire. Maintenant, la question que je voulais... Depuis d'ailleurs, professeur Banobari, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées. Il y a un débat sur ça. Hein. D'accord. La question, c'est de savoir, parce que l'IGE mentionne des cas de prévarication. Hein. Il y a des milliers de milliards qui sont en déperdition. Est-ce que vous ne vous sentez pas aussi, quand vous lisez ce rapport, vous ne vous sentez pas indexé? Parce que vous étiez à l'Assemblée, il faut rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs. Et en principe, quand vous votez une loi de finances, quand le gouvernement l'exécute et qu'il revienne vous demander de nouvelles autorisations, c'est-à-dire une nouvelle loi de finances, il est censé vous présenter l'exécution du budget antérieur. Mais ça ne se faisait pas, ce n'était pas une pratique courante à l'époque. Est-ce que ce n'est pas aussi la déliquescence, la défaillance des institutions au temps d'Alpha Condé qui nous a amené à autant de déperdition? J'entends certains dire que la 9e législature n'était pas au niveau. Non, on peut tout dire. Nous avons été sinon la seule législation qui a exigé la loi de règlement, exactement celle dont vous faites allusion. Lorsque vous avez fait la loi de finances, l'État a fini d'exécuter le budget. Avant le prochain budget, vous envoyez les états d'exécution budgétaire et les députés émettent la loi de règlement. C'est-à-dire, c'est une des parties du contrôle de l'action du gouvernement. Lorsque dans la loi de règlement, les défaillances sont criardes, on ouvre une enquête parlementaire, au-delà de laquelle on peut refuser de voter le budget. Mais encore une fois, vous n'avez ouvert aucune enquête. On a fait la loi de règlement, on l'a votée. Vous savez, ce que les gens oublient... Vous aviez certifié les comptes de l'État à l'époque, alors que là, on dit que c'était... Il ne nous appartient pas de certifier. Ah oui, mais si c'est la Cour des comptes qui gère ça. Ça, c'est une institution constitutionnelle. Je sais bien, mais si vous avez voté la loi de règlement, c'est que vous avez dit, oui, on est d'accord. Vous savez, il y a des mots... qui ont un sens différent en grammaire et en droit. Certifié, c'est la Cour des comptes qui certifie les comptes de l'État. Exactement. Mais vous avez donné votre cutus à l'État pour dire... Approbation pour dire vous avez bien exécuté, alors on vote une nouvelle loi de finances pour vous. Et là, sous l'ère du colonel Mamadi Doumbouya, on nous dit que c'était pas bon. Vous demandez pour savoir ou pour juger? Non, parce qu'il y a deux façons de poser une question. Oui. Si vous demandez pour savoir, je réponds. Si vous demandez pour juger, là, je vous laisse à votre appréciation. Très bien. C'est-à-dire que la loi de règlement, il y a eu déjà une loi de finances qui a été amenée, qui a été discutée en commission, en intercommission et avec tous les ministères, le pour, le contre. Ça a été validé. OK, on a voté la loi budgétaire. Maintenant, la loi de règlement, on nous envoie les grandes lignes de l'exécution de ça. Mais pourquoi même les institutions de Bretton Woods ont plébiscité la Guinée? C'est sur la base des rapports qu'ils reçoivent. On reçoit des rapports, on n'est pas des praticiens pour aller là-bas voir est-ce que le directeur là, il a dit qu'il a mis du carburant dans le véhicule, est-ce qu'il y avait eu du carburant dedans. Il n'appartient pas à un député de faire ce travail de filou. Oui. Donc on a vu les rapports qui étaient là, on a posé des questions, maintenant on a fait des recommandations par rapport à certains manquements, notamment la faiblesse du décaissement du budget. Et vous-même, vous avez fait la remarque quand il a dit par rapport au budget, vous avez demandé est-ce que c'est rentré? Parce qu'on ne peut exécuter un budget que lorsqu'il est rentré. D'accord? Si c'est annoncé sur papier, mais ce n'est pas arrivé au ministère, alors le résultat ne sera pas le même. Mais encore une fois, le député n'est pas propriétaire du budget. Il ne peut pas créer un budget. Il ne... Non, maintenant, un mot sur... Excusez-moi. Le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. C'est son instrument. C'est aussi une autorisation. Vous comprenez? Nous représentons les Guinéens. Quand on nous dit dans le budget, on va faire des ponts, on va faire des écoles, quel que soit, c'est-à-dire le député, son degré d'opposition, il ne peut pas refuser ça. Je vois des gens dire non, les députés, c'est comme la lettre à la poste, ils valident tous les budgets. Mais je ne vais pas montrer ma virilité d'opposition en bloquant un budget d'État. Le dialogue, aujourd'hui, il est réclamé à corps et à cri par plusieurs tendances. Et, je crois en début de semaine, le Premier ministre a rencontré quelques acteurs politiques et les facilitatrices. Comment vous trouvez aujourd'hui la gestion de la transition face au dialogue? Non, face au dialogue, l'État doit faire beaucoup d'efforts.
il doit faire beaucoup d'efforts. C'est comme quand un père de famille dit « Non, mon enfant là, je n'arrive pas à le contrôler ». C'est qu'il fait son aveu d'impuissance devant l'éducation de son enfant. L'État, pourquoi on dit que le président est le père de la nation? Parce qu'il incarne une autorité morale au-delà de ses autres facultés que la loi lui reconnaît, qui doit faire de lui l'élément, l'instrument obligé pour gérer tous les Guinéens, ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas. Oui. Maintenant, si l'État n'arrive pas à convaincre 2 ou 3 acteurs politiques de les amener autour de la table, de les rassurer ou de rassurer leurs institutions politiques, alors il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui, tout ce bruit-là tourne autour de 3 partis. Le RPG, l'UFDG, l'UFR. Si on trouve la solution à ces 3 partis, alors tout va être calme. Vous avez vu tous les accords que le professeur Alpha Condé a signés. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça, par rapport à ces 3 formations politiques? Par rapport à ces 3 formations politiques, il faut que l'État essaie de les ramener autour de la table et puis faire encore beaucoup plus de pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 2 camps qui s'opposent et chacun pense avoir raison et absolue raison. Alors que dans la gestion de la chose publique, ce n'est pas votre raison qui doit prédominer. Il y a les mécanismes de la loi. Vous comprenez? Je ne serais pas d'accord quand un citoyen dit « je ne vais pas devant la justice parce que je ne crois pas à la justice ». Il n'appartient pas à un citoyen de déterminer qu'il croit à la justice ou non. Vous êtes convoqué, vous êtes obligé de répondre. Et vous avez vos recours. Que vous croyez ou non, ce n'est pas un lieu de croyance. C'est un lieu d'exécution, d'obligation. C'est une injonction légale. D'accord? Mais autant aussi, je crois que l'État doit pouvoir rassurer les gens par des faits, des actes et l'observation de la règle du droit. Vous comprenez? Ouais. Donc, personne d'eux ne fait ça. Aussi bien ceux qui disent on ne croit pas à l'État et que l'État qui dit... Exactement. Donc, il y a des efforts à faire à tous les niveaux. Il y a des efforts à faire à tous les niveaux. Merci à vous, Boubacar Sidiki Diallo, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes président du parti UMP. La loi de règlement n'a pas commencé avec la 9e législature. C'est bien avec la 8e qui a même failli ne pas voter une loi une fois. C'est Abdallah Baldé qui nous envoie ce message. Il est Je ne suis pas d'accord avec lui. Parlementaire. Je ne suis pas d'accord avec lui. Avec Abdallah Baldé. Demandez l'ancien secrétaire général de l'Assemblée. Il va vous dire s'il y avait eu... Lui-même, il avait fait une intervention lors d'une session pour parler de l'inexistence de la loi de règlement. Comment on peut me dire ça? On